Valentine Nourry dirige la communication, la RSE et les affaires externes de Suntory Beverage and Food France. Alors si je vous dis Suntory, je mets ma main à couper que peu d'entre vous connaissent cette très très belle entreprise, mais à l'inverse, si je vous dis Orangina, Schweppes, Oasis ou encore Pulco, là oui, vous avez bien compris de quoi il s'agit. Dans ce 7e et dernier épisode de la série Badass, vous allez découvrir une jeune femme absolument formidable, forte d'une 20aine d'années d'expérience, en agence, mais aussi chez l'annonceur, et qui est arrivée il y a environ 2 ans chez Suntory France. Vous le verrez, Valentine est parfaitement transparente dans ses propos, et c'est un véritable plaisir que d'échanger avec elle. Je n'en dis pas plus, vous avez compris que nous sommes dans l'univers de la grande consommation, des boissons rafraîchissantes, et que finalement faire une boisson que tout le monde va acheter, mettre dans son frigo et dont tout le monde va pouvoir profiter à terme, eh bien ça n'est pas un job aussi simple qu'il n'y paraît, car une entreprise comme Suntory est tout simplement responsable. En outre, vous verrez que Suntory, qui est d'origine japonaise, comme son nom ne l'indique pas nécessairement, a une véritable philosophie de vie et de business particulièrement intéressante. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et ce fut un plaisir, comme je l'ai déjà dit, d'échanger avec Valentine. Je vous souhaite une excellente écoute en sa compagnie, et retenez bien son nom, Valentine Nourry de Suntory Beverage and Food France. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Valentine. Salut Laurent. Comment ça va ? Ça va super, c'est vendredi. Eh oui, c'est vendredi. Alors, nous sommes en plein mois de juillet, chères auditrices et auditeurs, et je suis chez Suntory, chez Valentine. Tu en es la directrice de la communication. Valentine, on va parler de ton parcours qui est absolument magnifique, de l'agence de très très beaux annonceurs comme Suntory, mais peux-tu te présenter et aussi présenter cette maison Suntory que personne ne connaît, mais dont on connaît les marques qui font partie de notre frigo, si je puis dire, et ma fille adore l'une d'entre elles, et je suis en train d'en boire. Bref, je me tais. Peux-tu te présenter, s'il te plaît, Valentine ? Merci Laurent. Alors, écoute, moi, je suis Valentine Nourry, je suis directrice des affaires extérieures et du développement durable de chez Suntory Beverage and Food France. Alors, j'ai 3 casquettes en fait. Celle de la communicante, effectivement, tu me présentais comme DIRCOM et je suis la directrice de la communication externe. Mais pas seulement, je gère aussi toutes les affaires publiques, c'est toutes les affaires institutionnelles avec nos décideurs politiques et les institutions qui nous gouvernent. Et puis la 3e casquette, c'est de piloter tout ce qui touche au développement durable de notre entreprise. Et cette entreprise, justement, Suntory Beverage and Food France, est un groupe japonais qui est le leader des boissons rafraîchissantes aux fruits. On est le 2e acteur français avec les marques que vous connaissez tous et toutes, qui sont Orangina, Schweppes, Oasis, Pulco, Meiti, Champomy et encore tant d'autres. Il y a, alors pour les plus anciens, dont je ne fais évidemment pas partie, il y a de très belles marques comme Canada Dry. Sachez-le, Suntory, je ne connaissais absolument pas, mais vous connaissez les marques et vous allez comprendre que cette maison ne ressemble pas du tout aux autres et vous verrez, c'est une véritable badass. Alors, merci de t'être présenté de la sorte et très 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 brièvement. Suntory, explique-nous ce que c'est parce que cette maison est japonaise, tient une boîte japonaise en France qui fait des boissons. C'est assez rare, on a plutôt l'habitude du saké ou du whisky. Et là, non, pas du tout. Dis-nous qui est cette très belle maison parce que vous avez une culture d'entreprise qui sort carrément du lot par rapport à tes grands concurrents. On va les citer une seule et unique fois, les Américains, Coca, PepsiCo. Merci, c'est fini. Mais vous n'avez rien à voir avec eux. Et je trouve ça passionnant. Donc, explique-nous un petit peu la culture de cette maison parce que les gens vont découvrir cette belle maison. Et je pense qu'il était temps de le faire parce qu'en plus, et je vais me taire après, vous avez des usines en France. Incroyable, oui, tout à fait. Alors, je vais revenir à la genèse du groupe Suntory, parce que c'est un leader mondial des boissons. Et Suntory Beverage and Food, c'est la division boissons rafraîchissantes. Mais le groupe est né, en fait, des spiritueux, de la création d'un vin de Porto, en fait, au Japon, par notre fondateur Shinjiro Tori.
Puis le groupe a grandi sur les spiritueux et s'est développé petit à petit à travers le monde, beaucoup à travers des acquisitions notamment, et des acquisitions de marques locales. Donc on a assez peu de marques internationales, ce qui fait que potentiellement on nous connaît assez peu. Et donc Suntory nous a racheté Orangina Schweppes en 2009. Et on a effectivement de notre héritage et de notre histoire française et de nos marques françaises, cet héritage aussi industriel avec 4 usines en France, une en région parisienne à la Courneuve, une seconde à Donnery dans le Loiret, près d'Orléans. La troisième, on descend un peu plus au sud, dans le Rhône, à côté de Lyon, sur la commune de Mézieux. Et la dernière, à Châteauneuf-de-Gadagne, à côté d'Avignon, donc on va encore plus au sud. Mais pas seulement, on a également des bureaux à Aix et toute une équipe qui travaille aussi à Aix-en-Provence. Et ici, où nous enregistrons, nous sommes sur la magnifique île de la Jatte, à Neuilly. Donc vous avez des bureaux incroyables. Je le répète, 4 usines en France, un petit peu partout sur le territoire, dont une dans un département d'Île-de-France qui n'est pas le plus excitant de prime abord. C'est très très fort et j'en suis extrêmement fier pour vous, sincèrement. Les auditrices et auditeurs ne savent pas nécessairement à quel point j'aime l'industrie, mais dans un territoire, un pays qui a zappé ses industries depuis à peu près 4 décennies, c'est bien parce que ça crée des emplois et je dis merci et bravo Suntory. Oui, tout à fait. Et tu soulignes effectivement celle de la Courneuve. En fait, ce qui est intéressant dans notre paysage industriel et dans nos 4 usines, c'est que chacune a une identité en propre, a ses forces. Et tu parlais de la Courneuve, on a la chance d'avoir notre ligne vert, de verre perdu et de verre consigné, juste à côté d'un bassin évidemment où les cafés, hôtels, restaurants sont nombreux et où les flux de bouteilles qui reviennent pour être nettoyées sont à proximité de l'usine. Donc on est en circuit relativement court, donc ça c'est très important, mais on va parler de RSE, d'environnement, évidemment de l'eau quand on fait des boissons, mais est-ce que tu peux nous parler de ton métier? Parce que tu as dit que tu avais 3 casquettes, la communication, ça tombe bien, c'est le décodeur de la com, même si c'est la série Badass, mais ce sont toujours des magnifiques DIRCOM comme toi. Il y a la RSE et il y a les affaires publiques. Allez, je te laisse commencer. Mon métier premier, c'est la communication. J'ai fait 15 ans en agence de com, avec une forte teinte relations médias, gestion de crise, communication institutionnelle. Et ces 15 années en agence, effectivement, ont été très structurantes sur qui je suis aujourd'hui et comment j'ai migré aussi et élargi le champ de mes compétences, en tout cas. Donc, un profil très RPO au départ, très média. Et puis, c'est un métier qui a évolué, qui s'est digitalisé beaucoup. L'avènement des réseaux sociaux, d'Internet, évidemment, ont été des facteurs de développement aussi personnel au fur et à mesure des années. Et puis, finalement, le métier des affaires publiques et de la RSE sont des métiers plus récents pour moi, mais qui ont somme toute une grande logique, en fait, avec la communication, notamment les affaires publiques. On parle beaucoup des métiers d'influence aujourd'hui. L'influence, c'est travailler à des messages, à des contenus et les diffuser évidemment à différents publics. Alors justement, merci pour cette définition que tu viens de donner qui est très importante parce que je pense que les plus jeunes des auditeurs et auditrices pensent influence, donc pensent aux créatrices ou aux créateurs de contenu et ça n'est pas que ça. Et c'est bien que tu le rappelles parce qu'il y a aussi ce métier beaucoup plus ancien qui sont les relations presse. Oui, et l'influence, c'est simplement de se dire comment on travaille notre réputation, notre image et comment on fait passer ces messages-là. Oui, aux médias, mais aussi à nos consommateurs, à nos clients, à nos partenaires aussi d'entreprise, puis aux élus également qui font nos lois, nos élus locaux aussi avec qui on valorise, auprès de qui on valorise évidemment toutes nos actions en local et notamment autour de nos usines dont tu parlais tout à l'heure. Donc cette influence, elle est multidimensionnelle, multicanaux et multipublique. Et je rappelle que quand on fait des boissons sucrées, des sodas, tout simplement, on se fait tirer à boulet rouge dessus par à peu près tout le monde. Pour autant, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, et ça, je l'apprécie beaucoup chez Suntory, parce que Dieu merci, vous assumez qui vous êtes. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a énormément de responsabilités, tu l'as dit. Les parties prenantes sont extrêmement vastes. Il y a les clients, évidemment, mais tu peux avoir aussi des parlementaires. C'est absolument passionnant ton job, en fait, Valentine. Évidemment que c'est passionnant. Tu soulignes quelque chose de très juste. On a une catégorie de produits qu'on adore détester, mais dont on ne peut pas se passer parce que qu'est-ce qui nous fait vivre, nous, Français? C'est le plaisir, c'est la joie, c'est le partage. Et nous, on travaille dans l'univers des boissons.
L'univers des boissons, c'est on refait le monde autour d'un café, d'une boisson rafraîchissante, ou parfois des produits plus festifs, évidemment, et la loi Evin m'interdira de rentrer dans le détail de ces produits. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans un univers, effectivement, qui apporte du plaisir et de la légèreté aussi au quotidien. C'est vrai qu'on est challengé ou chahuté parfois. Pour autant, chez Suntory, il y a une chose qui est très claire, c'est qu'on assume pleinement ce plaisir et ce qu'on met dedans. On fait des produits plaisir, ils sont gourmands, ils ont la saveur sucrée, parfois c'est du sucre, parfois effectivement ce sont des alternatives au sucre. Mais pour autant, on a vraiment une croyance très très forte chez Suntory, et cette croyance-là, moi je la partage aussi personnellement et j'en suis convaincue, c'est qu'en fait ce plaisir, il est totalement compatible et conciliable avec la notion de responsabilité. C'est quelque chose de très inhérent aussi à nos valeurs japonaises. C'est, je te le disais quand on discutait tous les deux, c'est une quête du perfectionnement de soi, une valeur très japonaise, de toujours pouvoir faire mieux et de considérer que nos boissons, elles peuvent être toujours meilleures d'un point de vue gustatif, toujours meilleures d'un point de vue nutritionnel, toujours meilleures aussi dans l'approche que l'on a pour les produire et les distribuer. Et c'est j'ai envie de dire essentiellement la quête de mon métier, de pouvoir raconter à quel point on veut faire mieux, de faire mieux en conduisant cette démarche de développement durable et de raconter à tous nos publics justement comment on veut s'améliorer. Et un point qui est important aussi, c'est la collaboration. S'améliorer, c'est bien, on ne peut pas le faire tout seul. On a cette humilité de penser qu'on n'a pas la capacité à le faire seul et qu'on a besoin de nos clients et qu'on a besoin des consommateurs aussi pour adhérer à des consommations, à des comportements plus responsables. Et tout ça va de pair et s'imbrique effectivement parfaitement sous mes 3 casquettes de directrice affaires extérieures et développement durable en fait. Alors justement, le développement durable, on va en parler un tout petit peu plus tard, ce qu'on appelle la RSE tout simplement, l'environnemental, le sociétal et le social, mais j'aimerais bien que tu nous parles, Valentine, d'une de tes 3 casquettes que peu de gens connaissent, à savoir les affaires publiques. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditrices et auditeurs ce que c'est? Parce que souvent, on y acoquine un mot que beaucoup de gens trouvent désagréable alors qu'il fait partie de la vie, à savoir des lobbies. Ouh. Tu as raison, c'est souvent un gros mot, le lobbying. Moi, je l'aborde en tout cas très positivement. Évidemment, c'est de la défense d'intérêts, de la représentation d'intérêts. Mais en fait, les intérêts ne sont pas toujours négatifs. Il y a souvent une vision très financière des choses que je déplore. Moi, je l'aborde de manière très constructive. Ce lobbying, ces relations institutionnelles et cette volonté aussi parfois d'infléchir la loi, elle peut se faire positivement. On est les premiers à saluer une loi des énergies renouvelables qui impose des panneaux solaires sur des toitures de parking et de bâtiments. On est les premiers à être promoteurs ardents défenseurs de la consigne. La consigne qui est quand même le meilleur moyen de lutter contre les déchets sauvages qui jonchent la nature, l'eau, les trottoirs. Donc c'est pour moi vraiment quelque chose qui doit être vu positivement et pas comme une défense d'intérêt et de défense de son précaré, en tout cas aux dépens d'autres. Que nos auditeurs comprennent bien, le lobbying, en fait, ce n'est pas de la magouille. Les affaires publiques, ce ne sont pas des magouilles. En effet, on défend son entreprise et nous sommes dans un pays qui est quand même extrêmement codifié et régi, ainsi que l'Europe. Donc, quelque part, il y a des décisions qui sont prises par nos politiques et qui sont pas nécessairement les plus malines pour certaines entreprises. Et Dieu merci, parce que nous sommes dans des très belles démocraties, comme la France, on peut aussi, en tant que représentante d'une entreprise comme toi, aller discuter avec un parlementaire auquel on va pas filer un bifton pour qu'il puisse faire passer une loi ou quelque chose comme ça. C'est pas du tout ça. Comprenez bien que les affaires publiques, c'est tout simplement discuter d'un sujet. C'est aussi bête que ça. Et évidemment, tu ne vas pas te pointer devant un politicien ou un parlementaire sans avoir préparé ton dossier. Un exemple, on est souvent contesté pour le taux de sucre dans nos produits. Chez Suntory, on a une volonté évidemment de s'améliorer en continu. On a un laboratoire R&D qui travaille à l'amélioration de nos recettes depuis des années. C'est 5 millions d'investissements annuels, c'est important. On reçoit les élus au sein de ce laboratoire pour leur faire découvrir comment on travaille cette recette, leur montrer les marges de progression que nous avons eues sur des références. Donc, par exemple, je peux te parler d'Oasis Tropical. Depuis 2006, on a réduit de plus de 38% le taux de sucre. Ça s'est fait progressivement dans la durée parce qu'un consommateur, si on retire 38% d'un coup, il n'achète plus notre produit, il a le sentiment d'en perdre la notion de plaisir justement qu'il recherche quand il achète notre produit. Et tout ça, on l'explique, on le montre, on fait déguster le produit version 2006 et le produit version 2024. Et ça montre à quel point on a du progrès,
des engagements qui sont sincères, qui sont réels, qui sont concrets. Et ça, c'est ce qu'on fait par exemple aussi en affaires publiques pour expliquer à des élus qui ne sont évidemment pas des professionnels de la R&D, qui ne sont pas des professionnels de l'entreprise, évidemment, qui ne sont pas des techniciens. On leur montre et on leur démontre effectivement comment se fait le travail. On fait de la pédagogie, on explique. Et c'est ces choses-là qui doivent parler d'elles-mêmes, en fait, pour valoriser les engagements de notre entreprise. Mais c'est extrêmement important ce que tu viens de dire là, Valentine, parce que on va dire que tout le secteur agroalimentaire souffre, en France, le pays de la bonne bouffe, souffre bizarrement d'une image qui n'est pas très bonne, alors que nous avons des industriels formidables qui créent des emplois, qui ont des usines, je le répète encore une fois, et c'est le cas de Suntory, même si c'est une entreprise japonaise aujourd'hui, que le groupe est japonais, eh bien, il y a toujours 1300 emplois en France, c'est bien ça, hein? Chez Suntory, il y a 1300 emplois en France, oui, à peu près. Donc, c'est pas la TPE du coin, il y a 4 usines, je le rappelle. L'industrie agroalimentaire souffre d'une image malbouffe ou je sais pas quoi. C'est pas vrai. Il faut rappeler quand même à nos auditrices auditeurs que ce que vous êtes en train de faire est fondamental et tu viens de nous le prouver en 18 ans depuis 2006, moins 38% de sucre dans Oasis. Exactement. Et j'irai même plus loin parce que c'est très intéressant ce que tu dis sur l'image des industries agroalimentaires. Il est très important de savoir que l'industrie agroalimentaire française est l'une des plus sûres au monde et de plus grande qualité. Les changements qu'on fait, effectivement, on les fait vraiment pour le bien. Et surtout, il y a dans la culture française, pour le coup, une notion de plaisir qui est partout. On est le pays de la gastronomie. Et notre catégorie de produits, elle a pleinement sa place là-dedans. Oui, ce sont des produits plaisir, au goût sucré. Mais en fait, il n'y a pas de mauvais produits. Il y a des mauvais usages. Et nous, c'est un combat que l'on a. Et Suntory est engagé dans le plan national nutrition santé, ce qu'on appelle le PNNS depuis. On a été un des premiers de la catégorie engagés là-dedans. C'est de promouvoir des usages responsables dans nos communications, dans notre marketing. On n'est jamais en train de promouvoir une consommation abusive de ces produits. C'est une consommation plaisir et qui, par essence, doit être mesurée et responsabilisée. Et donc, c'est vraiment un de nos combats. Et on ne veut pas avoir à souffrir d'une image négative et être associé à de la malbouffe, parce que ça n'est pas du tout ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette casquette, justement, affaires publiques? Comment on prépare un rendez-vous avec un parlementaire? Tu y vas avec ton PowerPoint, t'as bossé le sujet à fond la caisse. Comment on prend rendez-vous avec un gars ou une nana à l'Assemblée nationale ou avec un élu local? Raconte-nous, parce que je pense que c'est absolument sensationnel et c'est un métier de la com qui est fort peu connu, mais qui est ô combien indispensable. En fait, préparer un rendez-vous avec un institutionnel, qui soit d'ailleurs au Parlement ou même un élu local, en fait, parce que c'est la même démarche. Déjà, ce sont des élus, donc ils sont représentants du peuple, et leur enjeu, à eux, c'est de rencontrer leurs administrés, de rencontrer les entreprises sur leur territoire et d'écouter aussi le terrain, ce qu'on appelle chez Suntory le Gemba, là où ça se passe, l'air du temps, et de comprendre effectivement les tenants et aboutissants des sujets. Donc ces gens-là, les rencontrer, j'ai envie de dire, ça n'est pas difficile, puisqu'ils sont eux-mêmes ouverts à cette rencontre et à la compréhension, évidemment, des enjeux, de leur circonscription, de leur territoire et des Français de manière générale. Ensuite, comment on le prépare? Mais en fait, on sait ce qu'on a envie de leur raconter, donc l'idée c'est de pouvoir, tout dépend évidemment si c'est une rencontre informelle ou sur un sujet très précis, mais c'est que nous, tout ce qu'on prépare, c'est simplement on y va avec nos tripes, avec ce que l'on fait, avec nos actions, avec nos engagements, avec la démonstration de ces engagements, parce que c'est pas juste de déclarer ce qu'on fait de bien, c'est de montrer comment on le fait bien et d'être très concret. Donc, c'est essentiellement des conversations, il n'y a pas de PowerPoint, ça n'est pas du tout des formats institutionnalisés comme ça. C'est beaucoup de conversations, beaucoup de débats, parfois évidemment des désaccords, hein, mais en tout cas l'important, je pense, c'est surtout d'aller rencontrer ceux qui sont sceptiques, qui ne savent pas, ou même nos opposants. Je trouve ça très intéressant aussi de pouvoir aller rencontrer quand je dis des opposants, c'est évidemment des gens qui n'ont pas des a priori, en tout cas positifs, ou des idées reçues peut-être, sur ce que l'on fait ou comment on le fait. Alors justement, explique-nous quand tu as quelqu'un qui de prime abord se dit « Oh là là, malbouffe, taxe soda ». Je le rappelle, hein, il y a une taxe en France qui s'appelle la taxe soda, ce qui est quand même particulièrement désagréable pour les acteurs comme toi ou d'autres qu'on a cités en début d'épisode. Mais quand tu te retrouves justement face à quelqu'un qui te dit « Ah mais bon, la taxe soda, elle porte bien son nom ». Donc il y a un gros a priori négatif. Comment tu fais, Valentine ? Pour, non pas essayer de le convaincre ou de le convertir, mais en tout cas... Non, on reste très philosophe.
Nous, ce qu'on prône chez Suntory, c'est le dialogue. C'est ce que je prône moi aussi. Je pense qu'il faut discuter de tout. On ne peut pas être d'accord sur tout, évidemment. Et c'est ce que je te racontais, faire venir des gens dans notre laboratoire R&D et leur expliquer comment on travaille les recettes, comment on réduit le sucre, comment on donne plus de place aux fruits. Tous ces éléments-là, ça se raconte, ça s'explique. Il y a évidemment beaucoup de philosophie aussi et beaucoup de principes et de postures, effectivement, notamment dans le monde politique. Mais tu sais, quand on est dans une situation de dialogue et d'ouverture, ça se passe toujours bien. Ça ne veut pas dire qu'on convainc les gens, mais en tout cas, nous, ce qu'on demande, c'est avoir la parole et pouvoir défendre, en tout cas, le travail que l'on fait et la qualité du travail qui est fait par nos équipes. Merci à toi, Valentine, d'avoir mis vraiment un énorme coup de projecteur sur cette casquette qui est la tienne, une de tes 3 casquettes, que sont les affaires publiques. Encore une fois, c'est très important ce métier. Il est vraiment peu connu. Il est assez jeune, je pense, très honnêtement. Non, en réalité, c'est un métier... qui existe depuis les nuits des temps. Un peu. Bon. On le coupera. Ben voilà, on coupera ça. Évidemment, non. Mais alors, vous voyez, donc ce n'est pas un métier jeune et c'est absolument fondamental. Et après tout, tu as tout à fait raison. Les parlementaires sont des élus du peuple, donc ils nous représentent. Donc c'est normal de discuter avec ces messieurs, dames qui sont là et qui nous représentent et qui font un bon boulot. Des individus comme toi et moi, qui consomment, qui vivent, qui ont des opinions et qui, évidemment, sont des représentants du peuple et qui doivent entendre aussi les personnes qu'ils représentent pour se faire leur propre opinion. Voilà. Alors, il me semble qu'il y a quelqu'un qui fait les affaires publiques avec toi dans ton équipe. Je crois que ton équipe, c'est 4 personnes, 4-5 personnes. 4 personnes. 4 personnes. Il y a un jeune homme qui l'a rejoint de cette équipe et c'est justement quelqu'un qui est en charge, avec toi, des fameuses affaires publiques. Tout à fait, exactement. Et puis je suis très fière parce que c'est un homme qui rejoint mon équipe. Et comme beaucoup de métiers de la communication, c'est un univers très féminin. Donc je suis très fière parce qu'évidemment, je t'ai déjà dit à quel point j'aimais valoriser les femmes dans ce métier. Mais c'est bien aussi d'avoir un homme dans notre équipe. C'est un équilibre différent, c'est parfois un point de vue ou des méthodes de travail différentes et ça apporte beaucoup à une dynamique de groupe. Et je suis ravie qu'il nous rejoigne. Alors, on va le saluer. Comment se prénomme-t-il ? Il s'appelle Tanguy. Eh bien, Tanguy, bonjour à toi. On va passer à ta deuxième casquette et je te remercie en fait d'avoir vraiment des casquettes aussi claires. C'est absolument passionnant. Je crois que tu es une des premières invitées du Décodeur à avoir autant de casquettes, mais peut-être 3 cerveaux. Et justement sur ce cerveau RSE. Et Dieu sait si c'est fondamental. Encore une fois, faire des boissons, c'est un vrai métier avec de très fortes responsabilités, évidemment vis-à-vis des consommateurs, surtout quand on a une boisson ou des boissons pour enfants. Ma fille adore l'Oasis, la preuve en est, je suis en train d'en boire un au moment où je vous parle. Mais au-delà de ça, il y a aussi tout ce qui touche à l'environnement. Et là, chez Suntory, il n'y a pas de greenwashing, Bah non, j'espère pas. Ou sinon, il faudra me le dire et qu'on corrige le tir. Parce que nul n'est parfait et on n'est jamais à l'abri d'une erreur, en tout cas d'appréciation. Mais non, l'objectif, c'est évidemment, il n'y a pas de greenwashing. On a une valeur socle chez Suntory. Alors, c'est comme beaucoup de grands groupes en anglais, Growing for Good. Dans Growing for Good, il y a la notion de grow, de croissance, de grandir. Et for good, c'est le bien. Et cette philosophie, c'est de dire, plus on va grandir, plus on va se développer, plus on va pouvoir avoir un impact positif. Donc l'approche, elle est très inversée justement de ce que la société perçoit habituellement. Mais nous, on la voit vraiment comme une opportunité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Si on parle de notre stratégie de développement durable, elle s'articule sur 4 piliers. Il y a un pilier qui est relatif à nos boissons, donc tu en parlais, comment on améliore le liquide de notre boisson, ce que vous consommez, vous consommateurs, réduction du sucre, naturalité et tous ces éléments effectivement qui font qu'on va concilier le plaisir inhérent à cette consommation et la responsabilité. On a un pilier très important qui est celui des ressources de notre environnement. Alors dans les ressources, on met beaucoup de choses. Il y a la réduction de notre recours aux ressources naturelles. Qu'on se parle d'emballage, donc pour produire des emballages, que ce soit le plastique, le verre, évidemment, le métal de nos canettes. Il y a l'usage de l'eau que l'on fait aussi, qui doit être responsable. Donc on a beaucoup de notions qui sont là-dedans. Et il y a toute la notion de décarbonation de nos activités. Quand on a 4 usines, évidemment, c'est un levier très important. Le groupe est engagé en matière de décarbonation sur la trajectoire, alors je vais peut-être parler un jargon de directrice RSE, mais une trajectoire de réduction climat en accord avec les accords de Paris, qui est de suivre la trajectoire 1,5 degré selon la méthode SBTI. Voilà,
je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais qui est effectivement une trajectoire qui fait référence effectivement pour nous engager tous dans la même direction. Donc cette stratégie de décarbonation, par quoi elle passe ? Elle passe par des équipements plus modernes dans nos usines pour réduire l'usage du gaz et de l'électricité. C'est la réduction de nos transports et de nos camions, c'est optimiser les camions, c'est passer à l'électrique, c'est utiliser du multimodal et parfois tester les voies ferrées en complément du camion. C'est la réduction et la mise en place de programmes autour de la consommation d'eau, et pas seulement de sa consommation, mais aussi de sa préservation et voire même de sa régénération. Donc là, ça devient compliqué, mais on met en place des programmes environnementaux de planter des arbres, entretenir des écosystèmes et la biodiversité aux alentours de nos sites pour créer les conditions de régénération de cette eau et donc respecter le cycle de l'eau. Préserver la biodiversité, c'est absolument fondamental. Alors beaucoup de gens se mettent à le faire parce que c'est sympa, on a réussi à sauver 1 ou 2 crapauds ou des choses comme ça, c'est fondamental. Mais comprenez bien que quand on parle quand même de l'eau, il n'y a que 5% de l'eau sur notre Terre qui soit utilisable pour nous les hommes. J'ai cru comprendre ça en allant sur le site de Suntory. Donc vous voyez, allez-y, je vous conseille, je mettrai évidemment l'adresse URL de Suntory en France. Mais travailler dans une entreprise comme Suntory, c'est pas uniquement les pubs que vous voyez, il y a aussi la communication. Alors c'est peut-être moins sexy de prime abord, mais c'est tout aussi fondamental. Et c'est ça que je trouve génial dans des groupes comme le tien, c'est qu'on ne voit pas toutes ces choses-là. On ne voit que les magnifiques marques, mais il y a aussi tout le travail. Et finalement, je vais pas dire que tu es une femme de l'ombre, mais ton boulot, il est fondamental. Il est fondamental parce qu'il doit embarquer l'entreprise à tous les niveaux. Des personnes qui travaillent sur les lignes, jusqu'à notre comité de direction. J'ai la chance que mon poste soit rattaché au comité de direction, donc qui témoigne de l'importance de ces engagements au plus haut niveau stratégique de l'entreprise. J'ai la chance d'avoir un comité de direction très support, justement, de ces engagements. Ça, c'est une vraie chance. Et oui, travail de l'ombre et travail surtout d'embarquement de l'ensemble de l'entreprise. Ça, c'est très important, c'est fondamental. C'est pas l'affaire de Valentine Noury, c'est pas l'affaire juste de ma manager RSE, Louise. C'est l'affaire de tous et tout le monde a un rôle à jouer dans son quotidien sur des actions qui sont éminemment stratégiques pour l'entreprise. Et justement, cet embarquement, il est facile chez Suntory. On a la chance d'avoir des gens très volontaires, très engagés et j'ai presque envie de dire, plus que la société extérieure, c'est nos collaborateurs qui nous poussent aussi au derrière pour y aller. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super chouette. Néanmoins, on a aussi des enjeux business et parfois des arbitrages à faire. Comme pour toute entreprise, il y a parfois des combats, des arbitrages. Après, je trouve qu'on est dans une très bonne dynamique et il faut aussi intégrer, et pour moi qui suis parfois impatiente, ça peut être frustrant, que la RSE, c'est du long terme. Ça se décide pas en claquant des doigts, c'est des mises en mouvement. Je disais tout à l'heure que c'est un travail collectif, et pas collectif juste de l'entreprise, mais collectif avec nos parties prenantes. Il faut que quand on propose des nouveaux modes de consommation à nos consommateurs, si demain on passe à la consigne en grande distribution, il faut que les consommateurs soient acheteurs aussi. Il faut que nos clients mettent à disposition ces solutions-là. C'est ça qui demande du temps et de la complexité, parce qu'il faut arriver à aligner les intérêts de tout le monde et les enjeux vers une finalité qui est la même pour tout le monde. Il faut préserver notre planète. Il faut un monde où les gens sont épanouis, arrivent à travailler ensemble et on veut tous être meilleurs, voilà, faire mieux. Il faut que tout le monde aille dans cette direction-là. Alors c'est un peu du yateminare. Je parle japonais comme une vache espagnole, mais en fait vous avez cette espèce de mantra qui est allons-y. Et je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire qu'on va peut-être pas nécessairement faire royal du premier coup, on va pas non plus être des champions du monde d'emblée, mais par contre on y va, on a le droit de se prendre un petit mur dans la tête, mais on y va quand même, c'est ça ? C'est exactement, c'est toute l'essence de cette expression. Yateminare, ça veut dire allons-y en japonais, go for it en anglais. C'est cet esprit à la fois d'audace et de conquête, considérant qu'il faut pas avoir peur d'aller à l'inconnu, de se prendre des murs parfois, de se planter et d'apprendre de ses erreurs. Vous savez, notre fondateur, Shinjiro Tori, s'est lancé sur les vins de Porto. C'était quand même audacieux pour un Japonais à l'époque. Ça a été payant. Je pense que ça n'a pas été facile pour lui, mais probablement pas linéaire. Mais c'est quelque chose qui est resté dans l'esprit de ce groupe. C'est vraiment
d'embarquer tout le monde, en tout cas dans la volonté, l'énergie d'y aller et de s'affranchir de ses peurs. Et c'est essentiel pour ce métier. Je voudrais revenir sur quelque chose qui est fondamental encore une fois, qui est le recyclage. Parce que vous, qui créez des boissons, qui font partie de notre quotidien, il y a une problématique d'emballage, moins de plastique, de consommation d'énergie. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que là aussi, vous bougez sacrément chez Suntory. Mais le recyclage, c'est évidemment une obligation réglementaire, quand même, fixée à la fois par la loi AGEC et la PPWR à l'échelle européenne. C'est aussi une conviction. Évidemment, plus on recycle, moins on utilise de ressources naturelles. On est aujourd'hui engagé dans une trajectoire de 100% RPET. Alors, c'est du PET recyclé, le PET étant le matériau de nos bouteilles plastiques. Cette trajectoire 100% sera aboutie entre fin 2025 et début 2026, voilà, selon des logiques industrielles. Donc on sera en amont de la réglementation, on en est très fiers. On en est d'autant plus fiers qu'on a une loi qui parfois peut être contradictoire, puisqu'en 2040, on est supposé de ne plus avoir de plastique à usage unique. Et pour autant, on doit avoir des emballages recyclables. Mais en parallèle de quoi, ces emballages recyclables seront un jour caducs si en plastique. On investit quand même, on surinvestit quand même sur effectivement ce plastique, en dépit d'une loi qui voudrait qu'on les supprime demain. Donc c'est la preuve, je pense, d'un réel engagement de l'entreprise qui se dit, même temporairement, on va faire mieux, en tout cas avec des jalons intermédiaires d'ici la fin du plastique à usage unique. Donc il y a quelque part, et encore une fois je reviens sur ce côté japonais, cet esprit japonais que vous avez, ce côté cercle de qualité. C'est-à-dire qu'on doit progresser, mais ce côté Yate Minare, ça veut dire, bah oui, on fait avancer le schmilblick, si je puis dire. Et on progresse, et puis des fois, il peut y avoir des lois qui sont un peu contradictoires, par moments, c'est la vie. Puis c'est ni la première ni la dernière à travers ce monde. Mais justement, je trouve ça extrêmement intéressant que vous ayez, finalement, chez Suntory, et particulièrement en Europe, je parle pas au Japon, bien évidemment, mais cette philosophie très japonaise, et ça se ressent, très bizarrement, je vais te le dire, ça se ressent quand on arrive au siège. À savoir que j'ai trouvé les gens extrêmement zen, extrêmement cool. L'accueil était absolument charmant, très tranquille, et je suis très sensible aux accueils qu'il y a dans les entreprises, parce que j'en visite beaucoup de par mon métier, de commercial que je serai toujours de toute ma vie. Mais il y a un côté, allez, je vais le dire, un peu zen, voire très zen chez Suntory. C'est vrai ou pas? Oui. C'est nos valeurs, growing for good, cet état d'esprit japonais. Enfin, voilà, les Japonais sont un peuple dans une quête continuelle de perfectionnement de soi. C'est un peuple extrêmement respectueux, très à l'écoute, qui prend le temps de comprendre, d'analyser avant d'agir. Et je pense que c'est des choses qui ressortent beaucoup, qui infusent dans toute l'entreprise. Je suis d'accord avec toi, forcément à un moment ou à un autre, tu ne peux pas, lorsque tu es dans un groupe japonais, ça n'est pas un groupe américain, avec ce côté on y va, let's go. Soyons très clairs, les Japonais sont là pour faire de la croissance, comme toute entreprise, c'est le b.a.-ba, mais je trouve qu'il y a un côté, allez, je vais dire le mot moins bourrin que chez nos Américains, que j'adore, mais il y a un côté beaucoup moins bourrin et encore une fois beaucoup plus zen. Beaucoup de rondeur. Et ben voilà, et quelque part je pense que ça doit aider à travailler pour toi qui as quand même des sacrées responsabilités sur le dos. Tu as beaucoup de casquettes, 3. Valentine, pour réussir à être aussi opérationnelle au taf, comment tu fais? J'ai l'envie. Ça paraît un peu simple, mais j'ai beaucoup de passion pour mon métier. J'ai beaucoup de conviction pour ce que l'on fait dans cette entreprise. Je déteste les injustices. Donc, tu parlais de stigmatisation de la catégorie, etc. Je pense qu'il n'y a pas les bons et les méchants d'un côté. Je pense qu'on peut effectivement toujours faire mieux. Et je crois que je suis dans cette entreprise qui permet ça, qui a cette humilité de penser qu'elle peut faire mieux, qu'elle n'est pas parfaite. Je suis un peu comme ça dans la vie aussi, d'ailleurs. Bon, tu me dis comment tu ne deviens pas folle? Bien sûr que si, je deviens folle. La charge mentale est souvent au max. Mais l'envie est là. Et je crois que c'est le meilleur moteur, en fait. Aimer son métier, être convaincu par ce que l'on fait. C'est une chance pour moi d'avoir cette casquette développement durable en complément de la communication et des affaires publiques, parce que ça apporte ce sens que l'on cherche tous un peu dans notre métier. Et ça alimente cette envie, tout simplement. Je te remercie d'être aussi transparente.
parce que avec un ancien collègue de Publicis, on discutait du rôle du DIRCOM ou de la DIRCOM. Et il avait cette phrase que je ressors à chaque fois depuis que je l'ai entendue. Au passage, je le salue, il s'appelle Stéphane Peyret. Et il me disait qu'il y a parfois des DIRCOM qui manquent un peu de courage. Et il disait cette phrase incroyable, tu sais, à 100 000 € ou plus par an, on ferme sa gueule. Et je vois que tu ne manques absolument pas de courage. Et je suis très heureux de ça. Et ce courage que tu as, qui est fondamental dans les métiers de la com, parce que tu le disais, tu es au COMEX. J'imagine que des fois, la communication passe peut-être un petit peu en dernier lieu d'un COMEX, ce qui peut parfaitement arriver, ça dépend des périodes. Mais ce courage, il est fondamental dans notre métier, parce que nous faisons le plus beau métier du monde, mais il est finalement relativement peu connu, parce que tout le monde a l'impression de pouvoir le faire. Ça, On est d'accord. On est souvent confronté à des gens qui pensent savoir faire mieux que vous. Mais je ne sais pas si j'ai beaucoup de courage, parce que ça fait un peu enfoncer des portes ouvertes et puis un peu bisounours, mais en réalité, moi, j'ai une équipe de comité de direction qui est hyper support, qui croit beaucoup à ce que je fais et au bien fondé de mon métier et de ces 3 casquettes, pas seulement celle du développement durable. Donc, je ne sais pas si j'ai du courage. J'ai la chance d'être dans une entreprise surtout qui considère que tous les métiers sont complémentaires et interconnectés et interdépendants les uns des autres. Donc, Alors ça, c'est beaucoup de chance, entre guillemets. Alors la chance, elle sourit qu'aux audacieux, donc la chance, je vais la mettre de côté. Est-ce que c'était le cas, puisque auparavant, avant d'être chez Suntory, tu étais chez Heineken, on n'a pas besoin de dire ce qu'ils font à Heineken, à consommer avec modération. Est-ce que c'était justement la communication, est-ce qu'elle était aussi considérée de la même manière ? Tout à fait. Ah. Alors, je suis une chanceuse, peut-être. Je sais pas. Heineken est une entreprise exceptionnelle aussi, comme Suntory. Très sincère aussi dans sa communication, différente, une culture différente de Suntory, mais très sincère. Moi, j'ai eu de la chance sur mon parcours. Je ne sais pas si c'est de la chance ou si, effectivement, la chance me sourit parce que je suis une audacieuse, comme tu le soulignais, mais j'ai rencontré peu d'obstacles sur mon parcours. Est-ce que c'est parce que je me suis autorisée et j'ai levé des barrières et des freins que souvent les femmes s'imposent d'ailleurs, ou est-ce que j'ai fait les bonnes rencontres ? Je l'ignore, mais oui, évidemment, j'ai eu des obstacles, des épreuves, comme tout le monde, mais j'ai tellement toujours été convaincue du bien fondé de ce que je faisais et des entreprises dans lesquelles je travaillais que je n'ai jamais réellement été confrontée à des épreuves considérables. Alors justement, je saute sur l'occasion. Est-ce que tu pourrais travailler pour une entreprise qui n'est pas tout à fait en accord avec tes propres valeurs ? La réponse est non, pour ma part en tout cas. Vraiment pas. Non, parce que j'ai besoin de croire en ce que je fais pour être efficace. Donc, pousser des sujets auxquels je ne crois pas, tout le fondement de mon travail, c'est-à-dire les messages, le fond, le contenu, les arguments, ça tient pas quand tu n'y crois pas. C'est tout à ton honneur et je te remercie de le rappeler à nos auditrices et auditeurs. Les plus jeunes ou les moins jeunes, peu importe d'ailleurs, parce que des fois, nécessité fait loi. Et encore une fois, je verrai employer ce terme de courage qui est absolument fondamental dans la vie et dans notre métier de communicant. Donc, je tiens à saluer ce que tu viens de nous dire à l'instant même, mais je te connais depuis à peu près quelques jours ou quelques heures et je ne suis guère étonné. Alors, justement, je t'avais demandé de préparer 2 questions pour cet entretien. Quel conseil tu donnes, Valentine, à un jeune ou à un moins jeune qui veut se lancer dans les métiers de la communication ? Toi qui as 15 ans d'agence, qui as une dizaine d'années chez l'annonceur et à des postes de DIRCOM, voire triple casquette comme chez Suntory aujourd'hui depuis près de 2 ans, quel conseil tu donnes justement à nos jeunes et moins jeunes qui veulent bosser dans notre magnifique métier ? Moi, le conseil que je donne à ces personnes-là, c'est d'abord de faire ce qu'elles aiment, et deuxièmement, de ne pas avoir peur. Comme tu le disais, c'est un métier où beaucoup pensent pouvoir le faire. T'as qu'à appeler TF1, on va passer à la télé. T'as qu'à faire ceci. Il y a qu'à Faucon, qui est un des travers de notre métier. Il faut avoir... Les coronesses, comme on dit là-bas. faut avoir le cran d'y aller et d'être très clair dans ses convictions. C'est un métier qui ne supporte pas l'hésitation. Il faut savoir où on veut aller
et se donner les moyens d'y aller. On aura toujours des détracteurs dans ces métiers-là, des gens qui penseront différemment, qui n'auront pas le même jugement. C'est important de savoir effectivement se donner les moyens, en tout cas de se faire écouter. Tu disais qu'il fallait avoir le cran. Du cran. Alors, c'est ce que j'appelais tout simplement du courage, c'est exactement la même chose. Mais explique-nous un petit peu ce que c'est ce cran, parce que tu disais qu'il ne faut pas qu'il y ait d'hésitation. C'est-à-dire qu'il faut y aller, straight to the point, comme on dit là-bas aux States. C'est quand même assez rare, sincèrement, hein, chez l'humain, d'une manière générale. Non, je ne suis pas sûre, c'est des personnalités, mais c'est vrai que beaucoup de gens, et l'écoute est importante dans notre métier évidemment, mais il faut savoir s'affirmer. C'est un métier qui parfois est méconnu et peu considéré, comme tu le soulignes. Il faut savoir valoriser sa valeur, son efficacité, et ne pas avoir peur d'être dans ce rôle-là. Comment tu fais pour t'affirmer, pour te valoriser ? Parce que je pense qu'il y a plein de gens, quel que soit leur sexe, quel que soit leur âge, quelle que soit leur couleur, qui se disent « mais moi aussi j'aimerais bien faire comme Valentine ». Mais Valentine, c'est facile, elle y est déjà arrivée. Elle est au top. Quel conseil tu leur donnes ? Comment se valoriser ? Comment tu as fait, tout simplement ? Moi, j'ai toujours une manière d'être assez frontale. En accord ou en désaccord, j'ai toujours besoin de parler de tous les sujets qui peuvent déranger, ou tous les sujets qui divisent. Donc, j'ai toujours eu cette volonté d'aller au dialogue et d'aller... je ne veux pas dire à la confrontation parce que c'est un terme négatif, mais en tout cas d'aller régler. Oui, voilà. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on attend des gens comme nous. On est des consultants en interne, on est des gens qui voyons ce qui se passe à l'extérieur, qui sentons les tendances, l'air du temps dont on parlait si souvent aujourd'hui. On est au contact de nombreux publics en externe, on lit la presse, on voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On voit les différents points de vue, les différentes opinions, les courants. Donc on doit savoir, en tout cas, sentir les choses. Il y a beaucoup d'instinct dans nos métiers. Il y a beaucoup d'instinct. Et cet instinct-là, il faut s'y fier. Il faut s'y fier pour pouvoir être efficace auprès de notre DG, notre directeur marketing, commercial, de pouvoir leur exprimer tous ces signaux faibles auxquels on est exposé quand on a des crises, quand on a des projets de loi qui nous défavorise, c'est de voir toutes les discussions qu'il y a et d'avoir cet instinct et cette conviction des solutions qu'il faut prendre. Et parfois, dans une entreprise, évidemment, ces choses-là ne sont pas perçues par d'autres parties prenantes, par d'autres métiers, parce que c'est pas leur métier, tout simplement, d'aller sentir tout ce qui se passe à l'extérieur. Et je pense que le rôle du communicant, c'est de pouvoir amener ce monde extérieur à l'intérieur, d'apporter cet éclairage-là. Et donc, il ne faut pas avoir cette peur de dire... c'est pas du tout ce qu'ils attendent, c'est pas ce qu'ils ont envie d'entendre. En fait, c'est pas notre rôle de dire ce qu'on a envie d'entendre, c'est notre rôle de dire voilà ce que je sens et voilà vers quoi on doit aller parce que sinon on s'expose à tel ou tel risque. Est-ce que tu te rends compte que ce que tu viens de me dire me paraît tout à fait normal pour moi ? Mais je suis entrepreneur, donc l'entrepreneur, il fonce un peu dans le tas et il dit parfois, voire souvent, des choses qui sont pas très agréables. Mais est-ce que tu te rends compte que dans une aussi grande entreprise que la tienne, qui est une multinationale, qui fait des produits grande consommation, c'est quand même assez rare d'avoir ce courage que tu as. Je crois pas. Enfin, en tout cas, c'est pas les repères que j'ai eus pendant ma carrière. Je pense qu'il faut être aussi dans une entreprise qui permet aussi cette écoute, cette humilité de se dire, je sais pas tout, surtout moi, Valentine, directrice des affaires extérieures, moi, je sais pas faire le travail de mon directeur commercial, encore moins de mon directeur financier, sinon la boîte, elle irait pas très loin. Mais il faut avoir cette humilité aussi, se dire qu'on ne sait pas tout, mais on connaît notre métier. Et cette entreprise permet à chacun aussi d'apporter son expertise et son savoir, et c'est aussi l'écoute qu'on a les uns des autres qui fait que ça fonctionne, je crois. Autre question fondamentale du décodeur de la communication, Valentine, qu'est-ce que tu kiffes le plus dans ton métier ? Tu as plus de 20 ans d'expérience en agence et chez l'annonceur, et on va parler aussi de ça, la différence entre les deux. Mais qu'est-ce que tu kiffes le plus aujourd'hui que tu es arrivé au top ? Ce que je kiffe le plus, c'est les défis, c'est les situations pas faciles et les idées reçues qu'on peut contrer. C'est apporter du rationnel et de l'émotionnel positif sur des sujets qui font pas toujours consensus. Et c'est ça qui me motive.
Donc ça veut dire que tu as un véritable état d'esprit maverick, comme disent les Anglais. À savoir. Certainement, tu m'embauches. Oh, je crois que malheureusement, je n'ai pas encore le CA pour t'embaucher. Non, trêve de plaisanterie. Je crois qu'il faut que vous compreniez, chers auditrices et auditeurs, que la communication, qui plus est dans un métier où on se doit d'être particulièrement responsable comme le tien, dans un secteur qui plus est qui doit être encore plus responsable, la communication, c'est un vrai métier, comme le dit mon ami Fred Fougera, que j'embrasse, et n'ayez pas l'impression que ça va être un métier où vous allez juste faire du rouge, du bleu, du vert, du noir, comme beaucoup de gens nous le disent. Hein. Fais-moi une petite affiche, un petit PowerPoint, un petit site, une petite vidéo. C'est un peu pénible, c'est tout petit. On fait un vrai et magnifique métier. Il faut avoir du courage, il faut savoir le défendre, il faut savoir aussi le valoriser. Hein, tu l'as dit très justement. Mais il faut aussi lutter contre les idées reçues. Et je le rappelle, tu es passé en agence, pas nécessairement en agent de publicité, parce que tu viens de l'influence, mais le métier dans une agence de communication, comme par exemple chez Maverick, c'est de faire en sorte de traquer toutes les conventions autour d'une marque et puis regarder ce qui se passe autour de soi, c'est-à-dire la concurrence. Donc, comprenez bien qu'on est là, surtout pas pour faire comme tout le monde, mais il faut qu'on ait cet état d'esprit Maverick qui n'en fait pas nécessairement qu'à sa tête, mais en tout cas qui sort du lot. Et vous venez de le voir à l'instant même, Valentine vous le confirme encore une fois. J'ai une dernière question pour toi, Valentine, et je te remercie encore une fois de cette conversation à cœur ouvert, si je puis dire, et à bâton rompu. Quelle est la différence, selon toi, entre travailler en agence et travailler chez l'annonceur ? Il y en a beaucoup. La principale, en agence, et c'est en ça que ça a été une expérience absolument formidable pour moi, il n'y a souvent pas une seule réponse. On est tous des consultants, on est là pour conseiller nos clients, les challenger et parfois bousculer un peu le statu quo. C'est extrêmement enrichissant parce que on n'est presque jamais satisfait en fait de la réponse parce qu'il y a plein de possibilités. Et évidemment, c'est des métiers, comme je te le disais, très instinctifs, où il y a des choses que l'on ressent et des réponses qu'on va apporter en face. Le défaut, c'est effectivement qu'on est sur beaucoup de sujets et parfois, on pourrait avoir envie d'aller beaucoup plus en profondeur, effectivement, de certaines problématiques. Mais pour autant, pour moi, ça a été vraiment 15 années extrêmement riches et stimulantes. La différence quand on est de l'autre côté, c'est que on est l'expert de notre métier. On n'a pas beaucoup de pairs qui vont venir nous voir en disant « Écoute, là-dessus, je te fais confiance, tu connais ton métier, tu sais ce que tu fais. » Et parfois, on aimerait bien avoir quelqu'un qui vient nous voir en disant « Et si tu le voyais comme ça, ou si tu prenais ce problème-là par ce bout-là ?» Et beaucoup ne se sentent pas légitimes pour le faire, puisqu'en fait, ils considèrent que tu sais faire ton métier et tu connais les leviers et tu connais ce fameux air du temps et ce qui se passe à l'extérieur. Et pour autant, quand tu es dans l'entreprise, chez ce fameux annonceur, comme on le dit, tu as tout entre les mains. Et tu as cette vision d'ensemble, en fait, cette vision très holistique de ton métier et de la compréhension des métiers des autres et comment ça s'imbrique, ce qu'on ne voit pas toujours, évidemment, quand on est en agence. Donc, c'est très complémentaire. Moi, pour les gens qui voudraient se lancer dans le métier, s'ils arrivent à avoir un parcours qui fait les deux, c'est Royal au bar, c'est le pompon. Est-ce que justement, toi qui as fait 15 ans d'agence, est-ce que finalement, tu viens de le dire peut-être, mais tu es l'agence au sein de ton entreprise, c'est-à-dire que tu as des clients internes, quelque part que tu vas conseiller, aujourd'hui dans ton rôle de DIRCOM, RSE et affaires publiques. Tu es finalement, avec ton équipe, une mini-agence. Oui et non, je me vois pas comme le conseil des équipes, mais plutôt comme un comment dirais-je ? C'est pas des clients internes, j'aime pas trop ce terme, parce qu'il n'y a pas de relation ni commerciale, ni donnant-donnant. Je trouve on travaille ensemble dans la même direction et chacun avec ses expertises et ses métiers. Évidemment, on est là aussi pour apporter des solutions, en tout cas, sur des sujets. Effectivement, je travaille avec toute l'entreprise, je travaille avec la supply chain, la logistique, avec les usines, avec les marques, avec les ventes, avec la finance. Je travaille vraiment avec l'ensemble des départements, mais je nous vois plus comme des partenaires que comme dans une relation de support supporté, de client, de donneur d'ordre versus celui qui reçoit. C'est vraiment un travail collaboratif, je trouve. Et c'est là qu'on voit que je n'ai fait que de l'agence depuis 25 ans et c'est très intéressant et merci. D'ailleurs, là c'est très 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 perso ce que je veux dire, mais
Merci pour cet éclairage. Tu vois, je ne l'aurais jamais vu ainsi et je trouve ça très très bien et ta réponse est limpide. Et j'irai même plus loin parce que de la même manière qu'ils peuvent avoir besoin de mon équipe, moi aussi j'ai besoin d'eux. Parce que je ne peux pas faire du développement durable ou de la communication sans avoir la matière, les chiffres, la compréhension des métiers en fait. Donc je ne suis rien sans eux, comme probablement ils ne sont rien sans moi, évidemment. En toute humilité. Et en toute modestie. Mais comment tu vas à la pêche aux infos? Pardon d'appeler ça ainsi, c'est un peu le petit bout de la lorgnette, mais comment tu te tiens informé pour faire des rapports de développement durable, pour faire toutes les actions de communication que tu vas mener? C'est tout le travail de mes équipes et de moi-même. Alors moi, au sein du comité de direction, j'ai cette chance d'avoir accès évidemment à beaucoup d'informations qui donnent cet éclairage pour bien faire notre métier. Et c'est toute la mission de Louise, Marina et Tanguy dans mon équipe que d'être au contact des équipes au quotidien et de travailler avec eux sur l'ensemble des projets. Il faut aller chercher l'information, il faut vraiment se battre, ou est-ce qu'elle te vient assez tranquillement, entre guillemets, à toi? Est-ce que finalement c'est une entreprise très communicante de manière interne, Suntory, ou est-ce que dans certaines entreprises, tu sais, il y a une espèce de culte du secret? Non, alors d'une, il n'y a pas de culture du secret, il n'y a pas de résistance. Après, c'est comme toutes les relations, on est tous pris dans notre quotidien, donc il faut parfois aller chercher cette information, et parfois elle vient à nous parce que ça dépend des individus, ça dépend de leur mode de fonctionnement, et je pense qu'il n'y a pas de généralité, mais c'est une entreprise qui fonctionne en bonne intelligence de ce point de vue-là, et qui a très bien compris le rôle de mon équipe, et mon équipe, je pense aussi, a bien compris à quel point on dépendait aussi de nos coéquipiers des autres équipes. Il vous arrive de dire non? Bien sûr. Heureusement, c'est très sain de dire non. Quand on dit non, c'est pour de bonnes raisons. Donc, quand on dit non, il faut expliquer pourquoi. Donc, tout s'accompagne de pédagogie. Non parce que tu prends un risque sur tel sujet. Non parce que c'est trop tôt. Non parce qu'on n'a pas le temps aussi et qu'il faut prioriser, comme dans toutes les entreprises. Mais c'est jamais des non satisfaits. Il y a toujours... évidemment, de la déception de ne pas pouvoir répondre favorablement à ce que quelqu'un voudrait. Mais on essaye surtout de dire oui, avant toute chose, et de construire. Quand c'est un non, c'est comment on peut le voir autrement. Non, on va pas le faire comme ça, mais si on le fait comme ça se passera peut-être mieux. Donc, mais il faut savoir dire non dans une entreprise, comme d'autres doivent nous dire non aussi. Ça va dans les deux sens. Ma véritable dernière question. Et après, c'est promis, je te libère, parce que tu as besoin de prendre un peu de week-end. Nous sommes vendredi, sachez-le, en plein été, donc c'est normal. Une guerrière, une badass, comme Valentine a besoin de se reposer. Et ma dernière question, je vais te demander de faire un flashback 2 ans en arrière quand tu viens d'arriver chez Suntory. J'imagine que tu as rencontré les équipes, j'imagine que tu es allé sur le terrain. Quel a été le premier challenge lorsque tu as pris ton poste de DIRCOM, RSE et Affaires publiques chez Suntory? Le premier challenge, ça a été de constituer une équipe. On était en pleine création de postes RSE. C'était en soi déjà un défi, parce qu'on savait évidemment tous les chantiers qui nous attendaient. Et mettre en place cette gouvernance, parce que qui dit RSE dit s'organiser, parce que c'est effectivement, comme je te l'ai dit, pas l'affaire d'une personne. Donc, recruter une équipe, et faire en sorte que cette équipe, elle puisse collaborer avec tous les niveaux de l'entreprise, qu'elle puisse reprendre effectivement toutes les bases qui avaient été abandonnées avant mon arrivée, parce qu'il y a eu une vacance sur mon poste pendant 1 an. Il n'y avait pas de poste RSE en propre, donc on a construit cette équipe avec beaucoup de fierté. Ça construit aussi les liens d'une équipe quand elle naît, en une fois. Et puis c'est quelque part un petit peu ton bébé, ce nouveau département que tu as créé et que tu as étoffé. C'est pas un nouveau département, mais je l'ai étoffé. Pardon, exactement, j'ai dit une énorme bêtise, mais oui, mais honte à moi, mais tu as tout à fait raison. On va la refaire. Dis donc, Valentine, je viens de m'apercevoir, j'allais conclure, au bout de ma 8e dernière question, mais on a oublié dans ton plan RSE, il y a 4 piliers, mais qu'en est-il des gens, des Suntorians, comme on dit en anglais, si je dis pas de bêtises, et qu'en est-il de la société? Parce que là aussi, quelque part, une entreprise est responsable et elle vit évidemment dans la société. Qu'en est-il? On allait l'oublier, tu te rends compte? Tu as raison. 4 piliers, nos boissons, nos ressources, les gens, c'est-à-dire nos Suntorians, mais pas seulement, c'est-à-dire toutes les personnes qui travaillent sur l'ensemble de notre chaîne de valeur, que ce soit nos partenaires, nos clients. Ces gens-là, on les accompagne sur leur développement RSE,
On les accompagne pour un environnement de travail qui soit diversifié, respectueux, équilibré avec leur vie perso. Et puis la société, c'est notre dernier pilier, c'est de faire en sorte que toutes les actions que l'on mène, elles puissent aussi bénéficier à d'autres. Et on a un pilier du développement durable beaucoup plus philanthropique et solidaire. Je prends pour exemple un partenariat qu'on a depuis plusieurs années avec le Secours populaire et qui enthousiasme et mobilise nombreuses de nos équipes et de nos clients aussi dans des opérations conjointes. Les Suntorians, ils se sentent bien chez eux? Je crois qu'ils se sentent bien. Ils sont à la C'est maison, une entreprise où il fait bon vivre, comme on dit. Ouais, ça se sent, et là encore, peut-être qu'il y a ce côté japonais qui est très important. Et ce côté aussi français, Cocorico, parce que je le rappelle, il y a de très très belles marques françaises. Eh bien écoute, Valentine, merci à toi. C'était passionnant de discuter avec toi de manière aussi ouverte, sans langue de bois. Je dis bravo. Une véritable badass. Donc tu reviens quand tu veux dans le décodeur des badass, ou plutôt le décodeur de la communication. Merci beaucoup, Laurent. Alors, chers auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre une badass, Valentine Nourry, directrice communication, RSE et affaires publiques chez Suntory. Suntory, vous ne connaissiez pas l'entreprise, et bien maintenant vous la connaissez, mais vous avez du Suntory, allez, dans votre foyer. Je rappelle les marques. Ah non, tiens, tu nous rappelles quelques marques, s'il te plaît, Valentine? Orangina, Schweppes, Oasis, Pulco, Champomy et Mighty. Eh bien voilà, donc vous les achetez dans vos linéaires. Et très sincèrement, chers auditrices, auditeurs, vous avez compris que notre métier de la communication est un métier qui rime avec courage. Et je crois que là, Valentine, il n'y a pas vraiment besoin d'en dire plus. Vous avez vu une femme qui a du courage. Donc, s'il vous plaît, les plus jeunes d'entre vous, qui êtes en train de vous poser des questions sur les études, eh bien, justement, des femmes comme Valentine et les autres badass de la série vous prouvent, vous prouvent que ce métier, c'est le plus beau du monde, mais qu'il faut l'exercer avec courage. D'ailleurs, comme tous les autres métiers. Mais la com est évidemment bien plus beau que tous les autres métiers du monde, sans pour autant les dénigrer. Valentine, c'était parfait. Je serais très heureux que tu reviennes dans le décodeur de la com. Est-ce que ça te tente? Avec plaisir. Et j'aimerais beaucoup que tu me parles de la première crise que tu as gérée dans ta vie, parce que Dieu sait. Voilà. Donc, chères auditrices, chers auditeurs, la badass va revenir, Valentine, pour nous parler de communication de crise. Et je tiens à te le dire, c'était absolument passionnant. Merci à toi. Merci. Ciao, ciao.